Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Cette phrase prononcée par Staline nous dévoile à quel point le peuple ne tient absolument pas les rênes du pays. Le peuple a dû passer par un bon nombre d'événements, dont la guerre civile de 1917 à 1923, au terme de laquelle Staline est monté au pouvoir jusqu'en 1953. On peut alors se demander en quoi la guerre civile est une période de déchirement et de changement qui annonce la création de l'URSS. La Russie est un pays majoritairement rural, dont le régime n'imagine même pas une éventuelle montée de mouvements révolutionnaires. D'autant plus que le pays étant jeune, n'a pas eu le temps de donner naissance à une bourgeoisie comme les pays européens, ce qui crée plusieurs points de discorde, notamment au niveau politique. En effet, il y a une opposition politique très variée entre la noblesse libérale qui voudrait contrôler un peu plus le pouvoir, le parti constitutionnel démocrate cadet qui souhaiterait se diriger vers un parlementarisme à l'occidental et les socialistes qui envisageraient davantage la doctrine marxiste et léniniste. Si cette opposition politique est si diverse, c'est principalement dû aux conditions de vie qui ne sont pas favorables aux Russes. Par ailleurs, l'industrie du pays étant principalement concentrée sur Petrograd, Moscou et Odessa, les conditions de travail y sont très dures. Par exemple, le salaire est moindre au vu des 11 à 12 heures de travail par jour effectuées, ce qui n'arrange pas le cas de la Russie, et le refus catégorique du gouvernement tsariste d'effectuer quelconque réforme. Ce refus entraîne une montée en flèche des mouvements révolutionnaires, comme en 1905. Cette montée en flèche continue d'autant plus lorsque Nicolas II plonge le pays dans la Première Guerre mondiale alors que son pays n'est même pas prêt à se soutenir à lui seul économiquement. Il est donc encore moins apte à tenir dans un conflit à longue durée qui n'a donc rien arrangé à la situation économique et politique russe. Des grèves se développent à partir de l'automne 1916 et les soldats vont se joindre au peuple en grève lorsqu'on les envoie faire des offensives alors qu'ils meurent de faim et vivent dans des conditions terribles. La Révolution de février se déroule du 23 février au 3 mars 1917. Elle voit le jour par le biais de manifestations contre la situation militaire qui n'est plus en faveur de la Russie, car elle n'est pas apte à soutenir un effort de guerre moderne. Une révolte de taille au Kazakhstan explose due aux lois de la mobilisation. L'ampleur des révoltes de 1917 est alimentée par la faiblesse du gouvernement en place ainsi qu'à l'impopularité du tsar Nicolas II. Et donc toute crédibilité dans le pouvoir tsariste n'existe plus. Cette révolution de février entraîne en quelques jours l'abdication du tsar, qui ne veut pas changer quoi que ce soit à son régime, la fin de l'Empire russe et de la dynastie des Romanov, ce qui n'est pas négligeable pour une dynastie présente depuis 1613. Cette révolution d'octobre est la seconde phase de la révolution russe. Favorisée largement par la situation désastreuse de la Russie lors de la Première Guerre mondiale, en effet, elle a enchaîné défaites militaires, une productivité des usines faible, un réseau ferroviaire inefficace, une crise des obus en 1915, etc. En termes politiques, tous les partis étaient favorables à l'entrée de la Russie dans le conflit européen, sauf le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, autrement dit les bolcheviks, dirigé par Lénine. Le gouvernement provisoire et la dualité des pouvoirs très impopulaires ont empêché la mise en place de grandes réformes. Mais les bolcheviks, connus pour leur slogan « la paix, le pain et la terre », sont favorisés pour une montée au pouvoir due à la déception de l'absence de réformes et l'abandon du gouvernement provisoire par la majorité des partis. Les bolcheviks en profitent et lancent une campagne intensive de propagande à Petrograd. Avec tous leurs partisans, Lénine et Trotsky, leaders des bolcheviks, dirigent un soulèvement armé contre le gouvernement provisoire. Bien évidemment, les représentants soviétiques de tout le pays approuvent cette insurrection. Un décret sur la paix, le pain et la terre se met en place. Au final, la révolution d'octobre déballe le tapis rouge pour les bolcheviks au pouvoir qui vont fonder l'URSS qui deviendra alors le premier pays socialiste enraciné dans la doctrine marxiste de l'histoire. Il était essentiel d'évoquer tout ce contexte afin de comprendre la guerre civile en elle-même, car elle est un prolongement de la révolution d'octobre. La situation reste grave dans le pays. La paix de Brest-Litovsk, conclue en mars 1918, met fin à la guerre et de sortir le pays de cette situation. Lénine, souhaitant ravitailler les villes, s'attaque aux riches paysans appelés koulaks en instituant des commissions très importantes sur le prix du blé. Il met en place la Tchéka, police politique, qui va multiplier les arrestations et exécutions comme celle de la famille impériale en juillet 1918. La paix séparée signée par les bolcheviks est considérée comme une trahison par les alliés qui craignent l'expansion de la révolution russe. Ils soutiennent alors financièrement les tsaristes et décident d'intervenir sur le territoire dans le but d'abattre les soviets en ouvrant un second front à l'est. Mais assez rapidement, la France, le Royaume-Uni et le Japon se rendent compte que c'est bien plus compliqué que prévu. En somme, aucun pays dans le monde n'arrive à se mettre d'accord sur comment les arrêter,
car le peu d'alliances possibles ne se réalise pas par honneur du passé. Les pays montrent peu d'enthousiasme à soutenir un mouvement qui ne peut qu'évoquer un retour des anciens maîtres. Par la suite, des alliés qui veulent toujours renverser les bolcheviks réalisent qu'il y a des facteurs qui leur sont favorables à exploiter. Les armées blanches, les tsaristes, reçoivent l'appui financier et logistique des Occidentaux. Ces dernières pensent réussir leurs assauts lorsqu'en 1919, le régime soviétique est au bord de l'effondrement. Car en effet, l'objectif au printemps 1918 était de maintenir en Russie un front occidental dans la guerre contre l'Allemagne, mais avant le traité de Brest-Litovsk, on comptait sur les bolcheviks, et après on ne compta plus que sur un renversement rapide de ces derniers par l'armée blanche. Et donc une fois la menace allemande éteinte, ce fut au tour de la menace bolchevique qui avait pour objectif d'étendre son idéologie révolutionnaire au monde. À la fin 1917, les bolcheviks n'avaient pas d'armée, mais le 15 janvier 1918, elles réussissent à voir le jour en tant qu'armée rouge et ouvrière et paysanne basée sur le volontariat. Mais ce fut un échec lorsqu'il a fallu se battre contre les Allemands en février 1918. En 2 mois, seulement 153 678 soldats sont dans l'armée. Pour régler le souci, le service militaire obligatoire revient pour représenter une armée traditionnelle avec une discipline de fer. Trotsky, quant à lui, scie tout le pays pour faire appel, il use notamment de l'argument patriotique pour rassembler un maximum d'hommes. La fuite et la désertion des hommes se font plus grandes, dû au rétablissement de la peine de mort, la hausse des rations et les mesures de rétorsion. Heureusement pour eux, l'armée blanche était confrontée au même problème. L'armée blanche constitue le cœur de la lutte contre le bolchevisme. Ses forces principales encerclaient des 3 côtés les zones bolcheviques. L'amiral Koltchak, régent d'Omsk en Sibérie, s'empare du Caucase au printemps 1919 et prend la route vers la Volga avec 150 000 hommes. En automne, Yudenich part à son tour des pays baltes avec du renfort matériel anglais et des soldats allemands et menace Petrograd. Denikin, quant à lui, qui maîtrise l'Ukraine, avance vers la Toula, qui se trouve au sud de Moscou, mais il est battu par l'armée rouge et doit prendre la fuite. Le baron Wrangel en profite pour rassembler le reste de l'armée de Denikin et s'empare du bassin de Donetsk. Il reçoit un appui par les troupes polonaises de Pilsudski, qui quant à lui s'empare de Kiev et veut profiter du conflit révolutionnaire pour annexer à la Pologne la plus grande partie de l'Ukraine. Mais l'armée rouge, par son organisation et sa discipline, aidée par la division de ses adversaires, réduisent à néant ses tentatives contre-révolutionnaires. Les résultats sont que Koltchak est prisonnier et fusillé fin 1919, l'énergie de Trotsky à Petrograd force Yudenich à repartir en Estonie, et les troupes de Wrangel sont dispersées et il s'enfuit en Turquie. Les généraux rouges reprennent l'Ukraine et créent une offensive au seuil de Varsovie, mais ils reculent car les Polonais reçoivent une aide militaire moderne française. À l'issue de cette offensive, un traité est signé en 1921 qui permet à la Pologne d'obtenir une bande de 150 km peuplée d'Ukrainiens et de Biélorusses. La situation économique étant mal en point, monde rural replié sur lui-même, autogestion ouvrière, liaison entre villes et campagnes inexistantes et encore plus entre les régions, les bolcheviks en recherche d'efficacité dans le monde industriel, tournés majoritairement pour le front, ont dû réorganiser la production. En 1919, une série de mesures firent leur apparition pour ramener de l'ordre dans le monde des entreprises où les grèves étaient monnaie courante. Ces dernières furent sévèrement réprimées par des fermetures directes des entreprises, confiscation des cartes de rationnement, arrestation des meneurs, parfois fusillés. Pour restaurer la discipline et la productivité, le salaire aux pièces et le service obligatoire du travail pour tous entre 16 et 50 ans, de plus les absences et retards sont sanctionnés. Dans plus de 2000 entreprises militarisées, la grève était assimilée à un acte de désertion. Très vite, dès que quelqu'un sortait du rang, on ne se contenta plus de l'ajouter à la liste des suspects contre-révolutionnaires et contre le régime, mais on leur confisqua leurs biens, des jugements expéditifs devant des tribunaux révolutionnaires extrajudiciaires ont lieu, tout cela avant que la peine de mort soit rétablie, qui sera bien plus utilisée à partir de juin 1918. La terreur rouge ne s'arrête pas là, elle se met à partir de l'été 1918 à attaquer les partisans des autres partis, suite notamment aux attentats d'août dirigés vers Lénine et Ouritsky, président de la Tchéka de Petrograd. Débouche alors un automne sanglant où 10 000 à 15 000 exécutions sommaires sont recueillies. Chaque personne qui enfreignait la discipline de fer des bolcheviks, par exemple des milliers de citadins qui étaient affamés, sont exécutés d'être des spéculateurs uniquement car ils souhaitaient échanger des produits contre des vivres.
La Tchéka traque alors également tout déserteur de l'armée rouge, les paysans en désaccord avec les réquisitions ou encore les ouvriers qui se mettent en grève. Si la Tchéka disposait de 40 000 hommes fin 1918, elle en dispose 280 000 au début 1921. Ce qu'il faut retenir à la fin de la guerre civile est le mécontentement est général, que les révoltes continuent et sont réprimées de plus en plus violemment. La population qui espère qu'à la fin de la guerre civile leurs conditions de vie vont s'améliorer se retrouve très déçue et continue alors les révoltes, mais les bolcheviks n'ayant trop peur de se faire renverser ont préféré user de la violence extrême que d'améliorer la situation comme le peuple souhaitait. Heureusement, Lénine se rend compte lors du 10e congrès du parti qu'il faut lâcher un peu de mou sur le plan économique, mais il ne dessert pas pour autant pour le plan politique. Il propose alors la NEP, nouvelle politique économique qui donne plus de liberté aux paysans et ouvriers. Tous les partis politiques restants se sont fait éteindre, et alors que la Première Guerre mondiale avait fait se diviser tous les empires multinationaux, à l'inverse en Russie, la recomposition d'une vaste entité multiethnique est d'actualité et l'URSS voit le jour en décembre 1922.